Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal et on commence par le sommaire. Le gouvernement guinéen réaffirme son ambition d'atteindre la souveraineté alimentaire. À Cuba, le Premier ministre a lancé la campagne agricole 2026, une initiative qui met en lumière le potentiel agricole du pays. Ouverture à Nairobi du deuxième forum urbain africain. Durant 3 jours, les experts vont se pencher sur le développement des villes africaines. La Guinée y est représentée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Aussi, dans ce journal et sur la question du forum de Niamey, pour la toute première fois, l'État s'implique pour perpétuer la mémoire collective. Un musée et une bibliothèque seront construits pour sauvegarder les acquis qui reposent sur l'oralité. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, le président Mamadi Doumbouya a réuni le Conseil supérieur de la magistrature ce mardi 7 avril à Conakry autour de chefs de l'État, magistrats et hauts responsables de l'appareil judiciaire dans un contexte marqué par des attentes fortes en matière de gouvernance et de transparence. Ce cadre d'échange vise à renforcer la confiance entre l'institution judiciaire et les citoyens. Fatmata Kourouma. La justice sera la boussole qui guidera le peuple. Une déclaration fondatrice prononcée à l'entame de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya et qui résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. C'est dans cet esprit que s'est tenue une rencontre solennelle entre le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence Mamadi Doumbouya, et les membres de cette haute instance, en présence du ministre secrétaire général de la présidence et du ministre directeur de cabinet de la présidence. Dans une atmosphère empreinte de respect institutionnel, le président de la République, vêtu d'un boubou blanc, a fait son entrée avant de saluer l'Assemblée. Une séquence sobre mais symbolique, traduisant l'importance accordée à l'indépendance et à la dignité du pouvoir judiciaire. Introduisant la rencontre, le général Amara Kamara a présenté les membres du Conseil, composé de 15 magistrats, élargis à 18, pour cette session convoquée à l'initiative du chef de l'État, conformément au texte en vigueur. Prenant la parole, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a exprimé la reconnaissance du corps judiciaire pour les avancées enregistrées. Il a salué la volonté affirmée de hisser la justice guinéenne à un niveau d'excellence dans le respect de son indépendance. Une dynamique illustrée par la distinction de plusieurs magistrats élevés au rang de commandeurs de l'ordre du mérite pour leurs loyaux services. Moment central de la rencontre, le tour de table. Chaque magistrat a décliné son identité et exposer les préoccupations de la profession. Des préoccupations auxquelles le chef de l'État a prêté une attention particulière, réaffirmant son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats, socle d'une justice libre et impartiale. Les échanges ont ainsi mis en lumière une ambition commune, faire de la justice un repère fiable au service des citoyens et de la République. Dans ses orientations, le président de la République a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le strict respect des textes, tout en saluant l'engagement des magistrats lors des précédentes échéances électorales conduites dans la transparence et l'intégrité. À l'approche des élections législatives et communales, il a appelé au maintien du même niveau d'exigence et de rigueur, gage de crédibilité démocratique. Il a également exhorté les magistrats à renforcer la cohésion et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation. Dans cette dynamique, plusieurs mesures ont été annoncées. La mobilisation des magistrats expérimentés comme formateurs à l'école de la magistrature, ainsi que le recrutement de jeunes issus de toutes les régions afin d'assurer une relève compétente et équitable. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est quant à lui revenu sur les points clés des orientations reçues du président de la République. Axé sur le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire,
l'amélioration des conditions de travail des magistrats et la consolidation de l'état de droit. Monsieur le Président de la République et lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature a jugé nécessaire de convoquer une session du Conseil supérieur de la magistrature. Il nous a dit comment il veut que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne prochainement et comment il veut que la magistrature guinéenne, ou du moins la justice guinéenne, soit. Au-delà des annonces, se dessine la consolidation d'une justice indépendante, renforcée et respectée, appelée à jouer pleinement son rôle dans l'équilibre des institutions. Une justice plus forte au service du droit, une justice plus crédible au service des citoyens, une justice appelée à s'affirmer comme un pilier essentiel de la République. Conakry et Paris renouent le fil d'un dialogue stratégique. La capitale guinéenne a reçu un émissaire du président Emmanuel Macron, porteur d'un message adressé au chef de l'État Mamadi Doumbouya, une visite qui s'inscrit dans la relance des relations bilatérales et annonce une nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays. Compte rendu, Fatmata Kourouma. Dans le prolongement d'un dialogue au sommet, Conakry a accueilli ce mercredi 8 avril 2026 un émissaire de la République française, porteur d'un message personnel du président Emmanuel Macron à son homologue guinéen, son Excellence Mamadi Doumbouya. Introduite au palais Mohamed V par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Kouyaté, la délégation française conduite par le ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, s'inscrit dans une dynamique de rapprochement assumé entre les deux capitales. Cette visite fait suite à l'échange téléphonique entre les deux chefs d'État, au cours duquel le président français avait salué l'élection de son homologue guinéen en 2025, annonçant dans la foulée l'envoi d'un émissaire pour approfondir les perspectives de coopération. Nicolas Forissier a exprimé l'honneur d'être reçu à Conakry. Au cœur des discussions, le renforcement des liens entre la France et la Guinée, l'approfondissement d'une amitié qualifiée d'indéfectible, mais aussi la volonté d'ouvrir une nouvelle page de coopération pragmatique. Une invitation officielle a été adressée au chef de l'État guinéen pour une visite en France en vue d'un entretien direct avec le président Macron. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a salué ce geste diplomatique, réaffirmant la solidité des liens historiques entre Conakry et Paris. Dans une posture à la fois ouverte et souveraine, il a rappelé l'engagement de la Guinée à entretenir des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Une ligne de conduite constante, s'ouvrir au monde sans jamais se départir de son ancrage africain. La rencontre s'est poursuivie en tête-à-tête dans un format plus restreint avant de s'achever par un échange de présents, scellant symboliquement la qualité des relations entre les deux États. Un partenariat en mutation, porté par des intérêts convergents et une vision partagée, celle d'un avenir où la jeunesse et les femmes occupent une place centrale au cœur des priorités de développement. Au-delà des symboles, les échanges ont porté sur des secteurs stratégiques, santé, énergie, industrie, minéraux critiques. Autant de leviers appelés à structurer un partenariat rénové. Les questions économiques, les relations entre entreprises françaises et guinéennes, mais aussi les défis liés à la jeunesse, au monde rural et aux dynamiques migratoires ont été abordés sans détour, avec un objectif clair: lever les obstacles et accélérer les convergences. J'étais ici à la demande du président de la République français, le président Emmanuel Macron, dans le cadre d'un travail que nos deux pays conduisent ensemble, de renforcement, de structuration de notre partenariat, notamment dans le domaine économique, puisque je suis moi-même
en charge des questions d'entreprise et de développement international. Et nous avons évoqué un certain nombre de dossiers, mais plus globalement, l'amitié profonde qui unit la Guinée et la France. Et ma visite s'inscrit dans cette logique. Comment, symboliquement, peut-on montrer, à la fois par la rencontre et le dialogue, et à la fois par des actes concrets. Le président Doumbouya dit souvent qu'il veut une africanité du faire. Eh bien, je lui ai dit que nous, Français, nous voulions faire avec la Guinée. Et ça veut dire donc des projets très concrets dans tous les domaines qui sont importants pour l'avenir de votre pays. Et dans une logique gagnant-gagnant. Ce qui compte, c'est que nous soyons les uns et les autres dans un partenariat qui nous fait avancer ensemble et qui permet d'offrir une part d'espoir, de l'emploi, une vision aux nouvelles générations. C'est ça qui compte, c'est ça la logique de la coopération entre la Guinée et la France. Et après, ça se traduit par des tas de projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des minéraux critiques et des terres rares, dans le domaine des transports, de l'énergie, beaucoup dans l'aménagement rural et la coopération agricole. Pour le chef de la diplomatie guinéenne, cette visite traduit un niveau de confiance renouvelé entre Paris et Conakry. Elle illustre également la volonté commune des deux dirigeants de raffermir leur coopération dans un contexte marqué par les ambitions de transformation économique de la Guinée, notamment à travers le programme structurant Simandou 2040. Le ministre Nicolas Forestier est l'envoyé spécial du chef de l'État français, du président Macron, vers son homologue, son Excellence le président général Mamadi Doumbouya. Et la mission elle-même traduit la confiance entre les deux hautes personnalités et qui ont aujourd'hui en commun la volonté de renforcer, de raffermir les relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. J'ai retenu lors de l'entretien, parmi ce qui a été dit, l'attractivité de la Guinée. La Guinée aujourd'hui, avec le programme Simandou, qui est une vision du chef de l'État, attire le monde. Il a parlé, le chef de l'État, de l'ambition qu'il a pour la jeunesse et pour les femmes. Il a insisté sur cela. Dans sa vision, il donne un coup de fouet aux projets qui sont en faveur des femmes et des jeunes. Et le président Macron, entre autres, a donc félicité le président pour cela. Il y a eu aussi un volet politique. Et le président félicite son homologue pour la traversée paisible de la transition en Guinée. À la croisée de l'héritage et du renouveau, cette séquence diplomatique dessine les contours d'une relation appelée à se réinventer au rythme des défis contemporains et des aspirations communes. Campagne agricole 2026-2027. Akoba, le Premier ministre chef du gouvernement, a officiellement lancé les activités de cette campagne, une initiative qui met en lumière le potentiel agricole du pays et les nouvelles orientations en faveur des producteurs. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Akoba, sur le site de la célèbre plaine de Konibale, vaste de 2400 hectares, le Premier ministre chef du gouvernement accompagné de la ministre de l'Agriculture, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2026-2027. À cette occasion, les importantes potentialités agricoles de la zone ont été mises en avant. Une fois aménagés et valorisés, ces domaines pourraient faire de cette localité à fort potentiel un levier stratégique dans la quête de souveraineté alimentaire du pays. Le choix porté sur la préfecture de Bofa, sous-préfecture de Koba, pour le lancement officiel de la campagne de cette saison au compte de la région de Boké n'est pas fortuit. Il constitue une reconnaissance du potentiel agricole exceptionnel de notre préfecture. Bofa dispose de vastes plaines agricoles, véritables atouts pour le développement. La préfecture de Bofa regorge d'énormes potentiels agricoles encore insuffisamment exploités. Nous disposons notamment
les vastes plaines fertiles, parmi lesquelles la plaine de Koba avec environ 12 000 hectares, la plaine de Monchamp avec près de 17 000 hectares, la plaine de Mankunta avec environ 9 500 hectares. Au niveau du ministère de l'Agriculture, les enseignements tirés de la campagne précédente ont permis d'affiner les stratégies. Pour cette nouvelle saison, plusieurs innovations sont annoncées avec pour objectif d'apporter un accompagnement plus direct et plus efficace aux agriculteurs. Pour la campagne 2026-2027, l'État accompagnera directement 1,5 million de producteurs familiaux, socle de notre souveraineté alimentaire, ainsi que 100 agriculteurs champions, moteurs de la modernisation. Notre ambition est d'accroître massivement la production nationale tout en améliorant durablement la productivité. Pour traduire cette ambition en résultats tangibles, des intrants agricoles sont mobilisés à grande échelle. 3 000 tonnes de semences de riz, 1 500 tonnes de semences de maïs, 34 000 tonnes d'engrais NPK et 10 000 tonnes d'urée, plus de 785 000 litres d'herbicides. Nourrir la Guinée avec ses propres ressources, c'est le thème retenu pour cette campagne agricole 2026-2027. Une orientation qui traduit la volonté du gouvernement de faire du secteur agropastoral un pilier de développement et un moteur vers l'autosuffisance alimentaire. J'ai pris au nom du gouvernement et au nom également du président de la République un engagement tout à l'heure devant les populations de Koba que la campagne agricole 2027-2028, nous reviendrons et nous dirons que nous avons fait l'aménagement. Parce que c'est l'alpha pour le développement agricole de ce pays. Par la suite, il y a d'autres choses qu'il faudra faire et nous allons tous ensemble le faire. La Chambre nationale d'agriculture peut mobiliser des hommes et des femmes qui ont des ressources, qui ne sont pas directement du secteur agricole, mais qui doivent investir dans le secteur agricole pour nous permettre d'avoir progressivement les unités qui vont aider à la conservation de cette production et même à une modernisation progressive de nos méthodes culturelles. Après le lancement officiel, le Premier ministre Amadou Ouriba a poursuivi sa visite à travers les stands d'exposition à la rencontre des acteurs du monde rural fortement mobilisés pour l'événement. Une mobilisation qui illustre l'engagement collectif autour d'une agriculture moderne, productive et durable au service de la sécurité alimentaire en Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement a également présidé l'ouverture de la 6e édition du Salon de la lecture SALEC, un rendez-vous majeur consacré à la promotion du livre et du savoir, placé sous le thème « Lire la terre, semer le savoir ». Quand la lecture fait germer l'agriculture, cette édition met en avant le lien étroit entre la connaissance et le développement agricole avec le Gabon comme pays invité d'honneur. Reportage de Hadi Kamara. Ce rendez-vous est devenu incontournable, où les mots rencontrent la terre et où la lecture se met au service du développement durable. Cette année, le thème est évocateur, presque poétique. Lire la terre, semer le savoir. Quand la lecture fait germer l'agriculture, c'est une orientation forte qui place le livre au cœur des enjeux agricoles dans un pays où la terre demeure une richesse stratégique. À travers ce choix, les initiateurs ambitionnent de faire de la lecture un levier de transformation, un outil d'apprentissage et d'innovation au service du monde rural. Entre lecture et agriculture, aucune des activités ne relevant de la paresse, exigeant chacune inspiration et transpiration. L'étendue et l'immensité du savoir sont connues de tous à l'échelle de la terre qui, elle non plus, ne peut être confinée à des frontières ni réduite à un horizon étroit. Le savoir nourrit l'esprit et l'âme, tandis que l'agriculture entretient le souffle de vie et procure l'énergie et la force d'y accéder. SALEC entend sensibiliser
Éduquer et inspirer notamment les jeunes à considérer l'agriculture non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité nourrie par le savoir. Le Gabon, pays invité, apporte à cette édition une dimension sous-régionale renforçant les liens culturels et intellectuels entre nations africaines. La science n'est pas une abstraction, elle est une sémence d'avenir. C'est autour de cette conviction que j'ai l'honneur de prononcer cette leçon inaugurale intitulée « La science au service de l'agriculture en Afrique noire ». C'est donc un moment privilégié pour interroger ensemble la place du savoir scientifique dans la transformation de nos pratiques agricoles et dans la construction d'une souveraineté alimentaire durable. Ce salon est une invitation à penser autrement notre développement, à cultiver l'intelligence pour nourrir durablement notre nation à travers l'édition des livres agricoles et récits inspirants qui s'entrelacent, dessinent les contours d'une Guinée où la lecture devient un outil de production et l'agriculture un champ d'expression du savoir. Le gouvernement guinéen, à travers la vision du président de la République de miser sur le capital humain, illustre cette formidable poussée pour tout ce qui peut nourrir l'esprit, nourrir la réflexion, parce qu'en définitive, comme vous le savez, ce qui nous différencie de l'animal, c'est cet esprit de créativité, d'innovation, de remise permanente en cause de son environnement pour plus de progrès et plus, dans une large mesure, de lutte contre toutes les formes d'adversité. Le thème « Lire la terre, semer le savoir » quand la lecture fait germer l'agriculture. Mais c'est vrai, la civilisation est née avec l'agriculture. Ce qui différencie l'homme du reste du genre, j'allais dire animal, c'est le fait d'avoir conquis l'agriculture, d'avoir pensé et vu qu'à travers la nature, on peut reproduire la nature. À partir de là, l'humanité a fait un bond qualitatif et ce bond ne fait que progresser. Entre culture et agriculture, la Guinée écrit ici une nouvelle page, celle d'un développement qui pousse lentement mais sûrement à la croisée du savoir et de la terre. Justice, ouverture à Conakry des activités de vulgarisation du Code de l'enfant. Ce mercredi, les autorités judiciaires et les acteurs impliqués dans la protection des droits de l'enfant se sont réunis pour le lancement de la campagne de vulgarisation du Code de l'enfant. Cette démarche va aider les citoyens à s'approprier du contenu pour davantage renforcer la protection et garantir les droits des mineurs. Tierna Younoussaba, Aboubakar Amikamar. Vulgarisation du Code de l'enfant, l'initiative répond au principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Une appropriation du texte par les citoyens qui devraient aider à protéger les enfants. Dans un environnement urbain complexe, comme celui de Conakry, marqué par des mutations sociales rapides, des pressions économiques et des vulnérabilités multiples, la diffusion effective des normes protectrices de l'enfant devient un impératif de gouvernance judiciaire et sociale. Dans tout le sens de la présente campagne de vulgarisation, le Code de l'enfant constitue un véritable bouclier de protection. Il garantit les droits fondamentaux de chaque enfant, sans distinction, et encadre les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans sa protection. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par la promotion des droits de l'enfant consacrés par la loi fondamentale. À travers une large communication dans les communes de Conakry, les initiateurs comptent faire vivre le Code de l'enfant à la base afin de renforcer les mécanismes de protection des droits des mineurs. La Guinée dispose d'un Code de l'enfant solide,
qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 3 décembre 2019 et promulgué le 11 mars 2020. Depuis l'adoption du Code de l'enfant, plusieurs activités ont été menées pour assurer l'application effective du Code dans la protection des enfants. Cette vision s'inscrit en droite ligne des orientations stratégiques des plus hautes autorités de notre pays, notamment celles exprimées par M. le Président de la République, qui place la jeunesse et les femmes au cœur des priorités nationales, dans une perspective de développement durable et inclusif. Le Code de l'enfant constitue un instrument juridique fondamental. Il incarne notre engagement collectif à garantir à chaque enfant un environnement protecteur, respectueux de sa dignité et propice à son épanouissement. Cette cérémonie de lancement a mobilisé toutes les structures qui interviennent dans la promotion et la protection des droits des enfants. Les enjeux urbains s'imposent aujourd'hui comme un défi majeur pour le continent africain. À Nairobi, décideurs et experts se sont réunis pour réfléchir à des solutions en faveur de villes plus inclusives et durables. La Guinée y prend une part active à l'occasion du Forum urbain africain, une rencontre qui se tient sur 3 jours. Maïmouna Bella Diallo, envoyé spécial. À Nairobi, au Kenya, la Guinée prend part au 2e Forum urbain africain. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, y représente le pays. Pendant 3 jours, plus de 5000 participants échangent autour des défis liés à l'urbanisation rapide des villes africaines. La République de Guinée est présente pour porter, à côté des pays frères de l'Afrique, le message du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui, depuis son accession à la souveraineté de notre État, il a bien voulu engager des réformes, parmi lesquelles nous avons le programme Simandou, qui prend en compte la vision de la République de Guinée dans le cadre de la transformation socio-économique et environnementale de notre République, à travers des projets d'urbanisation. Le ministre a également mis en avant les réformes engagées, notamment dans les secteurs du logement et des infrastructures, afin d'attirer davantage d'investissements. Il a lancé un appel à une coopération renforcée entre les pays africains pour bâtir des villes inclusives, durables et porteuses de croissance. Nous attendons une mutualisation de nos outils de planification, mais surtout de la mobilisation des ressources pour permettre aux pays africains, notamment à la République de Guinée, de faire face à son ambition de procéder à la réalisation de 50 000 logements décents et abordables d'ici l'horizon 2030. De leur côté, les experts appellent à renforcer la planification urbaine et à mobiliser davantage de financement pour accompagner la croissance des villes africaines. Organisé sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui d'ONU Habitat, ce forum s'inscrit dans la préparation de la participation africaine au Forum urbain mondial 2026 prévu en mai à Bakou. Du côté de la France, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique poursuit une importante mission. Objectif, impliquer les médecins guinéens exerçant en France dans le processus de transformation durable du système de santé national. C'est dans cette optique que Haïti Sall s'est entretenu avec ces médecins pour leur demander de contribuer à la performance du secteur sanitaire en Guinée. Voici le reportage de Sékou Fernand Kourouma et Alia John Keita. Comment transformer le potentiel de la diaspora en un levier de performance du système de santé guinéen? Telle est la toile de fond de cette mission. Pour y arriver, des médecins et des professionnels de santé ainsi que le Conseil des Guinéens de France étaient en conclave avec la ministre Kaïté Sall. Au menu des échanges, énumérer les défis du système de santé guinéen, articulés autour des orientations stratégiques portées par le chef de l'État Mamadi Doumbouya. Notre souhait, c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, d'apporter notre soutien pour améliorer la santé des populations dans notre pays. Dans le contexte actuel, la transformation durable du système de santé ne saurait être atteinte sans la mobilisation structurée des compétences guinéennes exerçant ailleurs, y compris celles de la diaspora. C'est avec une réelle satisfaction que les médecins guinéens ici en France et les professionnels de santé
se sont mobilisés pour venir écouter Madame la ministre de la Santé pour faire part vraiment des enjeux sanitaires du gouvernement guinéen. C'était avec beaucoup de satisfaction que j'ai découvert moi-même personnellement que la diaspora guinéenne ici était un véritable creuset de compétences dans tous les domaines de la santé. Dans l'avenir, c'est de mettre en place un cadre institutionnel et un cadre d'insertion pour faire participer vraiment toutes ces compétences-là dans le cadre du développement de la santé dans notre pays. Ça a été l'opportunité pour moi de partager toutes les réformes que nous avons initiées sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, et sous la conduite éclairée du chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, et aussi d'entamer des échanges fructueux avec l'ensemble des compatriotes venus ici autour de ces réformes, mais aussi autour des défis sanitaires et discuter plus concrètement des pistes de solutions que nous pouvons ensemble engager pour assurer une intégration de la diaspora africaine, de la diaspora guinéenne dans les réformes structurantes au niveau du département de la santé. Un appel a été lancé aux professionnels de santé guinéens à l'étranger en vue de contribuer au renforcement du système de santé national. Direction la savane guinéenne où la promotion de la santé communautaire fait du chemin. Un nouveau projet de lutte contre la mortalité maternelle et infantile est lancé pour intensifier la vaccination de routine et l'introduction du vaccin antipaludique. Gavi, dans sa deuxième phase, vient contribuer à la couverture sanitaire universelle et à la résilience du système de santé communautaire à Kankan, Sigiri et Kouroussa. Djamokaba. Dans le registre de la santé communautaire, Nabaya est mobilisé pour accueillir un nouveau projet médical. L'Alliance du vaccin Gavi lance officiellement sa deuxième phase pour les communautés. La nouvelle aventure ambitionne grand pour faciliter l'introduction des vaccins contre la mortalité maternelle et infantile. Il faut dire que nous nous inscrivons dans une continuité. La première phase du projet Gavi 2 nous a permis d'avoir des acquis et aujourd'hui nous voulons vraiment consolider ces acquis et en plus de ces acquis, de nouvelles approches vont être ajoutées. Projet Gavi phase 2 arrive à un moment opportun. Il contribuera sans nul doute à consolider les acquis et à intensifier les efforts en faveur d'un système de santé de proximité. Gavi 2 est porté par l'ONG Santé Intégrée. Le projet de 4 ans va sillonner les districts sanitaires de Kankan, Kouroussa et de Sigiri pour soutenir la vaccination des rattrapages lancés récemment par le gouvernement. Le défi, vacciner 500 millions d'enfants supplémentaires afin d'éviter 8 millions de décès. Nous allons voir chaque mère, chaque femme tombe enceinte quand c'est le bon moment pour elle et pour sa famille. Que chaque enfant grandit comme il faut à cause des vaccinations. Chaque famille a la confiance dans leur système de santé parce que les agents sont bien formés et ils prennent soin d'eux. Vaincre les inégalités d'accès aux soins est un combat au quotidien de l'ONG Santé Intégrée en partenariat avec l'Alliance du vaccin, deux institutions internationales dont les interventions sont guidées par le leadership politique du gouvernement et l'engagement communautaire pour le bien-être des enfants et leurs mamans. Au ministère des Transports, une réunion d'urgence a eu lieu entre le ministre des Transports et les autorités portuaires face à une congestion devenue critique au port de Conakry. Cette rencontre vise à trouver des solutions aux problèmes qui assaillent le déroulement des activités portuaires dans le pays. Le point avec Abraham Christophe Conti. Des quais saturés, des délais de livraison rallongés et des opérateurs économiques sous pression. La situation portuaire inquiète. Pour y faire face, le ministre des Transports multiplie les contacts pour une sortie de crise. D'où cette réunion avec les acteurs impliqués dans le processus. La démarche consiste à trouver des solutions rapides afin de fluidifier le trafic et réduire l'encombrement au port autonome de Conakry. Aujourd'hui, c'est un moment important parce que nous constatons ensemble avec les importateurs, les agents de forces de défense et de sécurité, les responsables des différents terminaux, que cette crise est maintenant, on peut dire qu'elle est derrière nous
Et nous continuons à maintenir un service minimum pour renforcer les activités du port, entre autres le maintien du fonctionnement H24 qui est demandé par tout le monde finalement et qui va permettre de rendre encore plus compétitif le port de Conakry. Parmi les sujets évoqués, l'extension des sites pour désengorger des pistes de travail. Ensuite, une meilleure coordination entre les différents services impliqués dans le processus des activités portuaires. Tout cela pour accélérer le traitement des marchandises afin d'éviter le blocage et soutenir l'économie guinéenne. Le président de la République a été attentif. Ils ont entendu nos cris de cœur parce que la population souffrait, le secteur privé souffrait beaucoup à cause de la congestion du port de Conakry. Le port est aujourd'hui décongestionné. À travers cette rencontre, la contribution de chaque acteur pour une sortie de crise est prise en compte. Les résultats issus de ce conclave semblent concluants entre ces acteurs pour la fluidité du trafic au port autonome de Conakry. On enchaîne avec ce communiqué du ministère des Transports. Dans le souci de soutenir les efforts ayant permis de constater le décongestionnement progressif du port autonome de Conakry, PAC, et conformément aux recommandations de la réunion extraordinaire de la communauté portuaire de Conakry, CEPC, tenue le mercredi 2 avril 2026, dont le procès verbal a été signé par tous les membres et portant sur les points ci-après. Permettre la circulation H24 des camions desservant le port sans délai, l'octroi par Conakry Terminal de 5 jours supplémentaires sur le délai de transfert qui passe ainsi à 15 jours pour une période de 2 mois, la levée de la suspension du paiement des surestaries, l'interdiction des rétrofacturations des surestaries et la responsabilité du comité de veille de relever toutes les anomalies pouvant affecter la chaîne logistique portuaire et d'en informer la tutelle. Le ministère des Transports, au regard des recommandations citées si haut et dans le but de renforcer davantage les efforts positifs sur la décongestion du port autonome de Conakry et celui de la fluidification de la chaîne logistique portuaire, porte à la connaissance de l'ensemble des acteurs portuaires et de la chaîne logistique ce qui suit. La levée totale des restrictions relatives à la circulation des camions gros porteurs desservant le port autonome de Conakry reste maintenue jusqu'à nouvel ordre. La direction générale du PAC et la direction centrale de la police routière, DCPR, la gendarmerie nationale, la direction générale de l'agence guinéenne de la sécurité routière, Aguizère, et le syndicat des transporteurs routiers sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. Conakry, le 8 avril 2026, pour le ministre, le secrétaire général Mohamed Bakayoko. Et puis ce geste de la CEDEAO envers la Guinée, l'institution sous-régionale apporte son soutien au gouvernement guinéen dans la prise en charge des sinistrés des inondations de 2025. Plus de 604 000 $ américains sont déboursés pour marquer la solidarité sous-régionale à notre pays. Le récit avec Amadou Touré, Abdulrazak Souma. C'est une enveloppe de plus de 604 000 $ américains que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mise à la disposition du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre du projet d'urgence en faveur des sinistrés des inondations de 2025 en Guinée. Ces catastrophes ont touché bon nombre de nos populations qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'aide. Et donc, ce geste de la CEDEAO, c'est sa contribution auprès de la République de Guinée parce que les autorités ont déjà fait beaucoup, mais il faut les appuyer pour que les populations soient soulagées. Nous remercions vraiment la CEDEAO qui finance vraiment le plan de réponse national, inondation à plus de 20%. La Guinée mobilise des fonds à sa disposition et la CEDEAO vient pour accompagner les efforts du gouvernement. Et après le lancement aujourd'hui, nous serons donc dans les communautés difficiles d'accès demain toute la semaine
pour matérialiser vraiment cette assistance pour que ça soit du concret. Ce geste de l'organisation sous-régionale à laquelle la Guinée est membre fondateur témoigne d'une solidarité régionale exemplaire à l'endroit de plus de 69 330 sinistrés enregistrés l'année dernière suite aux inondations en Guinée. Nous recevons au nom de Monsieur le ministre cette somme et nous remercions effectivement le président de la République pour toutes ses actions en faveur des personnes sinistrées, mais également le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accompagnement qu'il ne cesse d'apporter au ministère à chaque fois que nous connaissons un tel cas. Ainsi, en collaboration avec l'ONG Zéro Pauvre en Afrique, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH va procéder dans les prochains jours à l'exécution de la seconde phase de ce projet d'assistance en vivre et non-vivre aux sinistrés des endroits impactés par les inondations de 2025. À présent, les échos des États généraux régionaux de l'assainissement et de la salubrité publique, la préfecture de Bofa et la sous-préfecture de Kamsar ont accueilli les cadres de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, des rencontres qui permettent de discuter des défis liés à la gestion des déchets solides et liquides pour promouvoir la santé publique au niveau local. Aboubakar Diaby, Moussa Bangoura. Conformément à ses missions principales, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, l'ANASP, continue d'appuyer les collectivités locales pour offrir un meilleur cadre de vie à la population. Pour jouer pleinement ce rôle stratégique de gestion des déchets liquides et solides, cet organe public cible la préfecture de Bofa et la sous-préfecture de Kamsar. La stratégie adoptée est la sensibilisation des élèves, des journalistes et les comités de gestion des déchets pour améliorer la salubrité publique. L'objectif de ces états généraux de l'assainissement dans notre sous-préfecture est de promouvoir la salubrité, renforcer la gouvernance locale de l'assainissement et de la gestion des déchets dans notre sous-préfecture. Nous sommes là pour accompagner la population et conseiller la population et à leur aider de structurer, de professionnaliser le secteur de l'assainissement. Qui parle de l'assainissement aujourd'hui, parle de la santé, parle de l'amélioration de vie de la population. Avec ces acteurs locaux, la direction générale de l'ANASP projette une bonne planification et suivi des opérations d'assainissement, tout en renforçant la capacité des collectivités locales pour la bonne gestion des déchets à tous les niveaux. Je suis très content de l'arrivée et surtout quand la structure va être installée chez nous ici, alors nous travaillerons en étroite collaboration avec elle. Nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de matériel. Je rappelle ici que cette agence a été créée par l'État pour accompagner les collectivités, pour accompagner les populations. Et cet accompagnement est la première mission de cette agence. La deuxième mission, c'est apporter pratiquement un accompagnement en matière de financement aux collectivités. Partout dans ces deux localités, les lieux publics ont été dotés de bacs à ordures. Un geste pour inviter les uns et les autres à l'utilisation de poubelles afin de lutter contre l'insalubrité dans ces localités. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'heure est à la préparation active des Olympiades des métiers. L'événement aura lieu à partir du 22 avril prochain. En conférence de presse, le ministre Alpha Bakar Bari a annoncé les couleurs de l'événement et rappelé ses objectifs clés. Compte rendu, Tierno Ousmane Diallo. Pour la 3e édition des Olympiades des métiers prévues les 22, 23 et 24 avril prochains à Conakry, le thème retenu est « Pouvoir des métiers, relever les talents et promouvoir l'excellence ». Face à la presse, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et la formation professionnelle revient sur les éléments caractéristiques de cette édition qui réunira les acteurs du système éducatif et du monde du travail œuvrant dans la promotion des métiers. Cette année, nous allons démontrer que l'enseignement technique et la formation professionnelle à travers ces institutions de formation sont capables d'être interopérables et que chacun dans son métier peut participer à l'organisation de ces Olympiades.
La partie compétition est confirmée, va connaître donc la finale. Les régions vont compétir et les gagnants vont être récompensés. Les gagnants au niveau national seront aussi sélectionnés pour participer au prochain World Skills. La 3e édition des Olympiades des métiers sera aussi caractérisée par de nombreux stands d'exposition qui valoriseront l'enseignement technique guinéen. Un moment de partage où sont aussi prévues des activités de formation et de mise en relation pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est important aussi qu'on puisse profiter de cet événement pour qu'on puisse organiser des masterclass sur les questions de développement personnel, l'employabilité. Au-delà des acteurs locaux du système d'enseignement technique, l'édition 2026 des Olympiades des métiers se présente aussi comme une opportunité pour la diaspora guinéenne de participer à l'essor de la formation professionnelle. À travers le monde, de nombreux invités sont attendus pour découvrir la vision de la Guinée dans le secteur et partager leur expérience. Et puis cette décision de la Haute Autorité de la Communication portant réglementation des campagnes médiatiques pour les élections législatives et communales du 24 mai 2026 par les médias de service public. La Haute Autorité de la Communication a vu la Constitution, notamment en ses articles 176 et 196, après en avoir délibéré en assemblée plénière, décide. Chapitre 1. Dispositions générales. Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer la répartition du temps d'antenne entre les partis politiques, les candidats indépendants et les listes de candidats, l'espace d'insertion ainsi que les conditions techniques de réalisation et de diffusion des émissions dans les médias audiovisuels et écrits publics pendant la campagne pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils communaux du 24 mai 2026, conformément aux articles 49 et 71 du Code électoral. Article 2. Seuls les partis politiques reconnus par l'État, les candidats, listes de candidats aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 officiellement retenus par la Direction générale des élections DGE peuvent bénéficier des dispositions de la présente décision. Article 3. Conformément au décret D 2026-0108 PRG SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture des campagnes pour les élections législatives et communales du 24 mai 2026, la couverture médiatique des élections législatives court du 24 avril 2026 à 0h00 du 21 mai 2026 à 23h59 et la couverture médiatique des élections communales du 4 mai 2026 à 0h00 au 21 mai 2026 à 23h59. Pendant les périodes su-indiquées, les organes de presse de service public sont astreints à l'observance d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. À cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code de déontologie et d'éthique des médias en Guinée. Article 4. Les organes de presse de service public doivent s'interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ou à mettre en péril la cohésion nationale, dénigrer ou s'attaquer à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat. Éviter la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec les élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026. S'interdire en ce qui concerne la revue de presse ou de titres en quelque langue que ce soit. De prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale. De reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie par l'organe qui relaie, de commenter et de porter quelques jugements de valeur que ce soit sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies.
C'est interdire toute manipulation des informations diffusées et des propos des candidats ou de leurs représentants aux élections par l'usage incontrôlé et irresponsable de l'intelligence artificielle IA. Redoubler de vigilance sur les contenus digitaux pour ne pas laisser la place à la diffusion virale de fausses informations de nature à mettre en péril la paix et la cohésion nationale. D'assurer l'accès égalitaire et gratuit aux partis politiques, aux listes de candidats et aux candidats indépendants qui prennent part aux dites élections. Article 5. Sont concernés par les campagnes médiatiques officielles des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026, les médias publics ci-après. La télévision nationale, la radiodiffusion nationale, les stations régionales de la radio rurale, les stations communautaires de la radio rurale installées dans les communes urbaines, l'agence guinéenne de presse AGP, le journal Horoya. Article 6. Les médias audiovisuels de service public peuvent pendant ces périodes diffuser des émissions interactives. Toutefois, les dites émissions doivent impérativement respecter les règles d'égalité, d'impartialité et d'objectivité. L'animateur doit faire preuve de rigueur dans la conduite de ces émissions. Les médias de service public doivent s'abstenir de toute propagande électorale en faveur ou en défaveur des partis politiques, des candidats indépendants et des listes de candidats dans les émissions interactives. Tout dérapage en la matière dûment constaté peut entraîner la suspension ou l'interdiction de l'émission à titre de mesure conservatoire par la HAC. Article 7. Les organes audiovisuels désignés doivent en outre veiller au respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et du principe de l'équilibre en matière d'information, à la modification de la grille des programmes, au respect des décisions de la Haute Autorité de la Communication. Article 8. Pendant la période de campagne médiatique, l'accès aux médias de service public est réglementé comme suit. Tout parti politique en lice pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle bénéficie de 5 minutes dans chaque édition du journal de campagne. Pour exposer son programme, journal diffusé tous les jours sur le réseau synchronisé de la radio-télévision guinéenne et des radios rurales et communautaires après le journal télévisé de 20h30. Tout candidat ou liste de candidats en lice pour le scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle bénéficie de 3 minutes dans chaque édition du journal de campagne diffusé tous les jours sur les antennes des radios rurales et communautaires dans la circonscription électorale respective à 20h. Article 9. Pour bénéficier de la couverture de leurs activités dans le cadre de la campagne médiatique de scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, les candidats en lice adressent une demande par lettre au premier responsable de la station de la radio rurale de la commune urbaine au plus tard 48 heures avant l'événement. En cas de refus ou de silence du responsable de l'organe de presse, le demandeur dans la préfecture saisit le superviseur désigné par la HAC dans le chef-lieu de région. Il saisit le commissaire, coordonnateur régional de la HAC, faute de solution. Le commissaire de la HAC saisit le président de la HAC qui statue dans un délai de 24 heures à compter de la date de réception de la requête. Article 10. Les candidats et les listes de candidats retenus par la Direction générale des élections DGE communiquent à la Haute Autorité de la Communication HAC les noms de leurs mandataires habilités à remplir les formalités auprès des représentants de la HAC à Conakry et dans les 33 circonscriptions électorales.
Article 11. La Haute Autorité de la Communication réunit les partis politiques pour porter à leur connaissance les dispositions prises dans le cadre de la gestion médiatique des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026. Procéder au tirage au sort des dates et ordres de passage sur les antennes des organes retenus pour la campagne médiatique officielle. Les résultats du tirage au sort sont publiés par voie de presse. Article 12. Les interventions dans le cadre des campagnes médiatiques officielles des élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026 s'effectuent à titre gracieux sur les médias du service public sous la responsabilité de la Haute Autorité de la Communication. Article 13. Tous les organes de presse ont l'obligation de respecter, au cours des périodes de campagne, l'usage du droit de réponse conformément au texte en vigueur. Article 14. Il est interdit d'interrompre les messages des candidats ou listes de candidats dans le cadre de la campagne électorale par des plages de quelque nature que ce soit. Article 15. Le président de la République, chef de l'État, agissant en qualité, garde des prérogatives d'accès permanent et sans limitation aux organes de presse de service public. Les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités. Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette disposition les membres des exécutifs communaux candidats aux élections couplées législatives et communales du 24 mai 2026. Chapitre 2. Des émissions dans les médias audiovisuels publics. Article 16. La Haute Autorité de la Communication définit les modalités de programmation des enregistrements, des montages et des diffusions des interventions prévues sur les médias retenus dans le cadre des campagnes médiatiques des élections législatives et communales du 24 mai 2026. Article 17. Chaque liste nationale à la représentation proportionnelle en lice bénéficie de programmes d'émissions radio-télévisées dénommés le journal de campagne, l'émission Face à Face. Article 18. Le journal de campagne pour les listes nationales à la représentation proportionnelle est réalisé dans les locaux de la RTG situés à Koloma et diffusé sur le réseau synchronisé de la télévision nationale, de la radiodiffusion nationale et des stations de la radio rurale. Le journal de campagne pour les listes au scrutin législatif majoritaire uninominal, au plurinominal et pour le scrutin communal à la représentation proportionnelle est réalisé dans les locaux des stations de la radio rurale de chaque circonscription électorale et diffusé par elle. Article 19. Les radios privées désireuses de synchroniser le journal de campagne expriment le besoin auprès du superviseur ou du coordonnateur représentant de la HAC dans la circonscription électorale. Elles ont l'obligation de diffuser l'entièreté du journal de campagne. Article 20. Pour la zone spéciale de Conakry, le journal de campagne sera réalisé et diffusé gratuitement par les radios privées choisies par la HAC et réparties comme suit. Circonscription électorale de Kassa, radio communautaire de Kassa. Circonscription électorale de Kaloum, radio Kaloum Stéréo RKS. Circonscription électorale de Dixine, radio Continental FM. Circonscription électorale de Matam, radio Horizon FM. Circonscription électorale de Ratoma, radio Évasion FM. Circonscription électorale de Matoto, radio Kavi FM. Circonscription électorale de Bessia, radio Familia FM. Circonscription électorale de Tombolia, radio Nako FM. Circonscription électorale de Lambagné, radio Soleil FM. Circonscription électorale de Sonfonia, radio Afrique Info FM. Circonscription électorale de Kagbele, radio Numa FM. Circonscription électorale de Sanoya, radio Bonheur FM. Circonscription électorale de Manéa, radio Sabari FM. Toutefois,
L'enregistrement peut être réalisé en tout autre lieu par le candidat ou liste de candidats à leurs frais et le prêt à diffuser PAD validé par la haute autorité de la communication ou par ses représentants avant diffusion sur les médias publics et privés retenus par la HAC. Article 21. Chaque parti politique, candidat ou liste de candidats élabore ses messages de campagne. Son programme peut prendre la forme d'un message ou d'un reportage. Il peut contenir des spots, des chansons ou des clips vidéo de campagne. Les membres de l'équipe de production ne doivent jouer aucun rôle de concepteur ou de censeur et doivent se conformer aux instructions des candidats ou de leurs mandataires. Article 22. Le journal de campagne est réalisé en français et ou en langue nationale sur les médias de service public et les radios privées engagées. Les prêts à diffuser sont soit diffusés sur toute l'étendue du territoire national en synchronisation, soit en diffusion autonome dans les circonscriptions électorales, suivant la nature du scrutin selon la programmation établie par la haute autorité de la communication. Article 23. L'émission Face à Face. Pour les élections législatives du 24 mai 2026, 2 débats radio-télévisés d'envergure nationale sont organisés comme suit. Un débat de 90 minutes en français entre les listes de candidats en lice pour les législatives. Un débat de 60 minutes en français pour les candidats ou leurs représentants. Les 10 débats sont enregistrés et montés dans les locaux de la radio-télévision guinéenne RTG. Les prêts à diffuser des débats sont diffusés sur les antennes de la radio nationale en synchronisation après validation par la HAC. Article 24. Chaque débat d'envergure nationale est animé par un journaliste de la RTG et un journaliste de l'audiovisuel privé désigné par la haute autorité de la communication sur proposition de la direction générale de la RTG et de l'URTERGI. Article 25. Pour le scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal et pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, 2 débats radiodiffusés de 60 minutes chacun en langue nationale ou en français, centrés sur les circonscriptions pour confronter les candidats, sont organisés dans les stations de radio rurales et les radios privées retenues. Le premier débat sera organisé entre les candidats au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal et le second entre les listes de candidats au scrutin communal à la représentation proportionnelle. Les débats sont enregistrés et montés dans les locaux des radiodiffusions sonores désignés par la haute autorité de la communication dans chaque circonscription électorale. Les PAD des débats sont diffusés sur les antennes de toutes les radiodiffusions sonores retenues dans chaque zone selon la programmation établie par la haute autorité de la communication. Article 26. Le planning et la programmation des opérations d'enregistrement, de montage, de diffusion de ces différents programmes élaborés par la haute autorité de la communication sont mis à la disposition des organes de presse, des partis politiques, des candidats indépendants, listes de candidats et du public. Article 27. L'enregistrement, le montage et la diffusion de ces différents programmes sont faits selon l'ordre tiré au sort à la haute autorité de la communication et dans les 33 circonscriptions électorales en présence des candidats, des listes de candidats en compétition ou de leurs mandataires. Article 28. La présence effective des représentants d'au moins 2 listes de candidats est requise pour le démarrage de tout débat. En cas d'absence des autres listes, la seule présente bénéficie d'un entretien de 15 minutes sur les thèmes retenus pour le débat du jour. Article 29. Les candidats ou leurs représentants ne doivent pas porter atteinte par leurs propos à l'ethnie, à l'origine et à la religion de leurs concurrents. Article 30. L'absence du ou des représentants d'un candidat ou d'une liste de candidats à l'enregistrement des messages entraîne la perte sans contrepartie de la tranche horaire qui lui est allouée.
Article 31. En cas d'incident affectant la diffusion d'une partie ou de la totalité d'une émission, la Haute Autorité de la Communication décide de la reprise partielle ou totale de l'émission concernée. Chapitre 3. Des publications dans la presse écrite et en ligne des médias de service public. Article 32. La presse écrite et en ligne publique est tenue d'assurer un traitement équitable à tous les partis politiques, à tous les candidats à l'élection des députés et à l'élection des membres des conseils communaux. Article 33. L'Agence guinéenne de presse AGP et le quotidien national Horea sont tenus de rendre compte des activités des candidats en leur accordant un espace d'insertion légale. Un espace d'insertion égal. Article 34. Les candidats peuvent faire accompagner les articles de photographie, de graphiques ou de tableaux. Les documents fournis ne peuvent être modifiés par les rédactions des médias concernés. Article 35. Dans la presse écrite publique, pour chaque élection de façon alternée, il est réservé au plan national à chaque candidat ou liste de candidats 1500 signes, soit un quart de page, corps 10 interlignes automatiques par parution du quotidien national Horea ainsi que sur le site web de l'Agence guinéenne de presse AGP. L'annonce doit être faite en deuxième une. L'édition en page inférieure se fait en 2 couleurs, blanc-noir. Article 36. Tout candidat ou liste de candidats qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de 48 heures avant la publication perd son droit de parution dans les colonnes du journal. En lieu et place, il y sera indiqué une mention standard, message du candidat ou liste de candidats X non disponible. La lettre X désigne le nom du concerné. Chapitre 4. Dispositions diverses et finales. Article 37. 48 heures avant le jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuelle, en ligne ou écrit, tout message ayant un caractère de propagande sur les élections législatives et communales du 24 mai 2026. Article 38. Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la circonscription électorale, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public via les médias. Article 39. Les radios privées retenues par la Haute Autorité de la Communication pour la zone spéciale de Conakry et qui exécutent un contrat payant avec un candidat ou une liste de candidats doivent le faire en dehors des espaces dédiés à la campagne médiatique officielle. Article 40. Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les organes de presse contrevenants à des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension immédiate de la participation à la campagne. Article 41. La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 8 avril 2026 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo ont siégé les commissaires 1. M. Fodé Bouya Fofana 2. Mme Sarata Diallo Keita 3. M. Djelimouri Djoubate 4. M. Amadou Touré 5. Madame Ahmed Camille Camara, Monsieur Ahmed Camille Camara, 6. Madame Fanta Dopaougui 7. Madame Mariama Camara 8. Madame Mariama Naïté 9. Madame Mariama Donzo 10. Madame Oumoul Khaïri Chérifa. Destination Niani, la capitale de l'Empire du Mali, c'est pour vivre un autre pan du forum de Niani. Pour la toute première fois, l'État s'implique pour perpétuer la mémoire collective. Un musée et une bibliothèque seront construits pour sauvegarder les acquis qui reposent principalement sur l'oralité. Images et témoignages, Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba.
Des danses de réjouissance qui incarnent les valeurs du Manding et la richesse de son histoire. Une histoire racontée de bouche à oreille, de génération en génération, par les griots, dépositaires de la mémoire collective. C'est à l'occasion de ce forum de Niani, la capitale de l'Empire du Mali. Pour une première fois, l'État s'engage à figer ce narratif par la construction d'un musée. C'est un acte fondateur, un geste solennel qui marque le début d'une nouvelle ère pour la culture guinéenne. Ce musée et la bibliothèque, ce ne sera pas qu'une institution isolée, et il constitue la première étape d'un réseau national de musées et de bibliothèques destiné aux capitales régionales de notre pays, afin que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, puisse accéder à sa propre histoire, se reconnaître dans son patrimoine et s'en nourrir pour construire son avenir. Nous vous garantissons de faire les projets dans les brefs délais contractuels, dans les règles de l'art. L'édifice sera un véritable temple du savoir qui rendra cette oralité plus accessible au grand public et favoriser le tourisme dans la région. Je pense que ça fera une existence physique qui nous permettra, nous et aussi ceux qui sont ailleurs, de venir voir l'existant. Et c'est cet existant-là qui est immortel. C'est la capitale du Manding. Quand on voit cette capitale complètement délabrée aujourd'hui, notre souhait est aujourd'hui qu'elle soit réhabilitée et qu'elle soit une vraie capitale du Manding. Le ministre a aussi visité le site de Niagba Colon, un puits creusé par des braves femmes du Niani médiéval. Et depuis le XIIIe siècle, les gens s'y rendent pour faire des invocations. Des vœux toujours réalisés sans exception selon les gardiens des lieux. Mais une fois satisfait, l'intéressé devrait revenir à la source pour faire une offrande garantissant la pérennité des vœux exaucés. Sport pour terminer, IHF Trophy intercontinental. Après le match nul des cadettes guinéennes, l'équipe nationale de handball junior domine l'Ouzbékistan à 34-33 au compte de leur premier match dans cette compétition. Les championnes continentales ont fait une belle entame dans ce tournoi des moins de 20 ans qui réunit les meilleures équipes du monde dans leur catégorie. Bintia Kondé, envoyé spécial. Une entrée en matière réussie pour le Sili Junior Dame au challenge intercontinental de sa catégorie. Les championnes continentales dominent l'Ouzbékistan, 34 buts à 33. Une victoire précieuse, mais aussi honorifique pour l'Afrique fièrement représentée au rendez-vous des grandes nations de handball. L'objectif est clair pour ces jeunes handballeuses guinéennes. Décrocher le titre de champion. Il n'y a pas d'autre objectif. Notre seul objectif, c'est de remporter la coupe. Et Inch'Allah, on le fera. On a pris cette décision ensemble. Guinée-Ouzbékistan, une affiche qui a tenu toutes ses promesses avec des duels gagnés de part et d'autre. Malgré le mur défensif établi par les Ouzbeks, le réalisme de la Guinée lui a permis de remporter son premier match de la compétition. Je suis très contente parce qu'on a été courageuse dans le terrain et puis on a remporté. Mais le prochain match, on fera encore mieux que ça parce qu'on ne voulait pas gagner juste un but de quart. On voulait gagner plus de buts pour ne pas rencontrer des difficultés devant. Il faut rappeler que la deuxième sortie du Sili Handball de Junior est prévue ce jeudi contre la Colombie à 16h, temps universel. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.